Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de IF40 de TD où nous allons corriger le TD numéro 4 sur les modules IPWM. On va découper la vidéo en deux parties et donc dans cette partie on va traiter toute la première partie du TD sur l'échantillonnage d'un signal analogique. Alors on y va. Donc le but du TD c'est de numériser un signal audio en l'échantillonnant à la fréquence de 10 kHz. Et puis pour faire ceci, contrairement au TD numéro 3, où on avait fait ça avec une temporisation, et bien ici on va décider de cadencer les conversions analogiques numériques par un timer, et on va utiliser pour ceci le module IPWM2. Alors, je vous propose de dessiner un petit croquis pour vous illustrer un petit peu ce qu'on va faire ici. Donc, nous allons générer à partir du module IPWM un timer. Un timer, qu'est-ce que c'est? C'est un registre interne, donc une case mémoire, qui se prénomme TBCTR, qui va s'incrémenter de 0, en tout cas dans notre cas, vu qu'on va faire du mode comptage continu, de 0 jusqu'à la valeur TBPRD. Une fois arrivé TBPRD, eh bien on va repasser à 0 et on va recommencer ce processus indéfiniment, si je puis dire. Puisqu'une fois que le timer est configuré, il fonctionne de manière continue comme ceci. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça et quel est l'avantage? Ce timer qui s'incrémente et qui se repasse à 0, c'est issu du module IPWM2. IPWM2, c'est un périphérique du microcontrôleur. Et comme tout périphérique, eh bien, il est indépendant du microprocesseur. Ça veut dire que notre timer, l'incrémentation de notre timer ici, est indépendant du code que l'on fait. Et ça, c'est super pratique. Pourquoi? Eh bien, parce que si l'on définit ici une période de timer de 1 sur 10 000 secondes, qui correspond à une fréquence de 10 kHz, eh bien, j'aurai un registre interne qui s'incrémente de 1 et qui repasse à 0 tous les 1 sur 10 000 secondes, et de façon complètement indépendante du microprocesseur. Ainsi, je ne dépends plus des nombres de cycles de lignes de code que je lis, et donc je peux avoir très précisément un signal à chaque fois qu'il repasse à 0 à la période de 1 sur 10 000 secondes, c'est-à-dire la fréquence de 10 kHz. Alors à ce timer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lier l'envoi d'un signal, c'est ce qu'on appelle la génération d'un événement, à chaque fois qu'il va repasser à 0. Donc en gros, on va configurer le module IPWM2 pour que à chaque fois que le timer repasse à 0, eh bien, il envoie un signal à l'ADC. Ce signal, il s'appelle IPWM, SOC pour Start of Conversion, et A, parce qu'on peut générer deux signaux, un signal A, un signal B. Ça peut être utile, par exemple, si vous avez l'ADC en mode double séquenceur, comme ça vous avez un signal pour la première séquence, un signal pour la deuxième séquence. Bon, nous, on va rester en mode monoséquenceur. On a le choix d'utiliser soit le signal A, soit le signal B. Moi, j'ai utilisé le signal A. Donc, pour récapituler, dans ce TD, nous allons créer un timer qui compte à la fréquence de 10 kHz, et à chaque fois que celui-ci repasse à 0, eh bien, nous allons envoyer un signal à l'ADC pour qu'il démarre la conversion, ce signal s'appelant IPWM SOC A. Alors il y a quand même un désavantage à faire ceci, enfin un désavantage. Un inconvénient pratique, c'est qu'il va être très difficile de débugger pour voir si mon signal fonctionne bien ou pas. Pourquoi? Parce que TBCTR, c'est une case qui va s'incrémenter à chaque coup d'horloge, d'accord? Et donc, si je fiche mon microprocesseur en debug, lui, je peux le faire continuer, on va le voir, hein, mais ce n'est pas très probant d'aller regarder sa valeur. De même, IPWM SOC A, c'est un signal interne au microcontrôleur, il ne sort pas sur une broche. Ainsi, je ne peux pas visualiser en fait le moment où j'envoie le signal. Pour pouvoir débugger plus facilement, je vous propose d'ajouter quelque chose à ce timer, c'est qu'on va lui ajouter une unité de comparaison. Comment faire? On va utiliser le comparateur, hop, on va mettre ça ici par exemple, avec le registre CMPA. CMPA va me permettre de comparer le signal du timer, donc la valeur de TBCTR, à la valeur de CMPA. Donc c'est ce qu'on appelle le comparateur. Et le comparateur est lié avec AQCTRL, donc les registres Action Qualifier,
où l'on va pouvoir, dans Action Qualifier, définir des règles pour générer une sortie physique. Cette sortie, nous allons utiliser IPWM2 parce qu'on utilise le module 2 et IPWM2A parce que j'ai décidé qu'on va prendre la sortie A. Il existe deux sorties, la sortie IPWM2A et IPWM2B. D'accord? Alors comment ça fonctionne? Eh bien, tout est configurable, mais je vous propose de faire ceci dans ce TD. Lorsque le signal TBCTR est inférieur à CMPA, la sortie, on va la mettre à 1. Et lorsque le signal, donc TBCTR, est supérieur à CMPA, la sortie va être à 0. Ça va faire quelque chose comme ça, grosso modo. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? En réglant CMPA, par exemple, à 1,5 de TBPRD, eh bien, je me retrouve, alors c'est pas du tout contractuel sur l'image que j'ai faite, mais le temps passé ici est le même que le temps passé là. Puisque mon compteur il compte de 0 à TBCTR, comme j'ai mis CMPA à la moitié, eh bien j'aurai autant de temps à l'état haut que de temps à l'état bas. Ainsi, je crée un rapport cyclique de mon signal de 50%. De plus, ce n'est pas vraiment ce qui va m'intéresser ici dans le TD. Ce qui m'intéresse dans le TD, c'est de voir si mon timer est bien à 10 kHz. Et donc pour ce faire, si vous regardez, la fréquence de ce signal-là est la même que la fréquence du timer, c'est-à-dire 10 kHz. Et ce signal-là, je pourrais le visualiser à l'oscilloscope. Et donc c'est comme ça que je vais valider le fait que mon timer fonctionne. Donc encore une fois, ce qu'on a besoin de créer, c'est ce qui est en rouge, et ce qu'on va créer en plus, c'est ce qui est en vert pour pouvoir valider le fait que le rouge fonctionne. Ok? Et bien je vous propose de voir ça ensemble. Alors, question numéro 1. On va écrire en langage C la fonction initH qui permet de configurer le module IPWM2 pour permettre le déclenchement des conversions analogiques numériques par la génération d'un signal carré à la fréquence d'échantillonnage. Donc c'est ce que je viens de vous expliquer. On y va. Alors le module IPWM2, c'est un périphérique du microcontrôleur, donc comme tous les périphériques, par défaut, il est désactivé. Pour activer le périphérique, je vous rappelle, je prends mon fascicule du DSP à la page 22 et j'ai ici les registres PCLK-CR, il y en a 3, le 0, le 1 et le 3. Oui, le 0, le 1 et le 3 dans mon DSP là. Il n'y a pas de 2 dans ce DSP là, il y en a dans certains DSP mais pas dans celui-là. Et je cherche IPWM2ENCLK, le voici. Ce bit-là me permet de connecter l'horloge du CPU au module IPWM2 et donc de l'activer. Donc je dois mettre un 1 dans ce bit-là. Attention, ce bit-là, il est protégé, ce registre, il est protégé en écriture. Donc je vais créer une fonction en C que je vais appeler initH. Cette fonction ne va prendre aucun paramètre et ne va renvoyer rien du tout. Pourquoi? Eh bien parce que tout ce que je vais faire, c'est configurer des registres internes du microcontrôleur. Je vais déverrouiller l'écriture sur les registres avec l'instruction iallow. Ensuite, je vais aller écrire dans le registre PCLK-CR1 et je vais aller remplir le champ, donc qui est un bit, IPWM2ENCLK pour IPWM2, EN pour Enable et CLK pour Clock. Je mets égal à 1 et là, j'active le module IPWM2. Alors, une fois que j'ai activé le module IPWM2, vous trouverez dans votre datasheet, dans le fascicule de DSP, à partir de la page, je suis allé un petit peu trop loin, à partir de la page 41, toutes les datasheets des modules IPWM. Je vous l'avais vu en cours, il existe 6 modules IPWM, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, on va faire le TD avec le numéro 2, et puis on va utiliser le numéro 1 après. Mon discours est exactement le même pour tous les modules IPWM. Alors les modules IPWM, vous avez ici tous les registres. Je les ai découpés on peut appeler ça un sous-module, puisqu'il y a plusieurs fonctionnalités dans le module IPWM. Il y a tout ce qui gère le timer, la génération du timer. Donc ça va être la génération du signal triangulaire que l'on voit là, en forme de dents de scie.
Il y a l'unité de comparaison, donc CMPA chez nous. Ensuite, il y a l'unité de Action Qualifier qui va prendre des décisions en fonction du timer et du comparateur. Et puis on verra par la suite donc, le module de temps mort, le module de chopper, le module de trip zone. Ça on verra plus tard. Et on va également voir le module Event Trigger qui va générer un événement. Nous, ici, l'événement qu'on veut générer, c'est le déclenchement de la conversion analogique numérique à chaque fin de cycle du timer. Donc si je récapitule, on va utiliser le sous-module timer, le sous-module de comparaison, le sous-module Action Qualifier et le sous-module Event Trigger. On va commencer par le timer. On voit qu'il y a plusieurs registres, alors on ne va pas tous les utiliser. Nous on va utiliser TBCTL pour faire la configuration générale du timer. Ensuite TBCTR c'est pour remettre le timer à 0. Et puis TBPRD c'est la valeur max du timer. On y va. Voici le module time-based. Je remarque avec ce module, en fait, on peut choisir la forme de comptage du compteur. Le mode comptage continu, count ump mode, on voit que ça ressemble à des dents de scie, c'est vulgairement appelé les dents de scie. Le mode décomptage continu, où en fait on commence à TBPRD et on décompte jusqu'à 0, et ensuite on se remet à TBPRD. Et le mode décomptage continu, où lorsqu'on arrive à TBPRD, au lieu de repasser à 0, eh bien on va décrémenter. Dans ce TP, j'ai choisi arbitrairement, hein, puisqu'on aurait pu prendre n'importe lesquels finalement, d'utiliser le mode count ump. Alors, on y va avec le premier registre. Le premier registre, c'est TBCTL. Il va me permettre de configurer un petit peu la config générale de mon timer. Alors, on va prendre bit par bit et on va regarder un petit peu l'intérêt de ces bits. Attention, plusieurs bits que vous allez retrouver, qui commence souvent par PHS pour phase, concerne tout ce qui est on peut relier en fait des timers entre eux pour synchroniser des timers. Nous n'utiliserons pas ça en IF40, donc tous les bits commençant par PH, PHSEN, PHSDIR, et puis tous les bits de synchronisation, par exemple sync SYN ici, tous les bits avec SYN dedans pour synchroniser les timers les uns par rapport aux autres et la phase par rapport à une autre, on ne les utilisera pas. Donc c'est pour ça que je ne vais pas vous présenter PHSDIR, PHSEN, 5OCL et SWF5, puisque ça concerne des synchronisations de timers entre eux, et donc c'est pas ce qu'on va voir en IF40. Donc on va voir un petit peu les autres. Alors on va commencer par Free and Soft. Free and Soft, comme on a retrouvé un petit peu ce même principe-là sur l'ADC, si vous vous souvenez. En fait, Free and Soft, c'est que se passe-t-il lorsque je mets un breakpoint dans mon programme, donc lorsque je fige mon microprocesseur avec le debugger, que se passe-t-il au niveau du timer? Et oui, comme je vous l'ai dit, le timer, eh bien, c'est un périphérique du microcontrôleur, donc il fonctionne indépendamment du microprocesseur, et en fait, je peux très bien faire tourner le timer alors que le microprocesseur est arrêté en debug. Et c'est ce que je vais vouloir faire. Pourquoi? Eh bien parce que ça va me permettre de débugger et de vous montrer à l'oscilloscope que ça fonctionne tout en mettant un breakpoint. Donc ici, moi je vais toujours mettre free run pour dire qu'il ne s'arrête pas. Donc on peut mettre soit 1-0, soit 1-1. On peut regarder les autres modes hein, quand même. Si on met 0-0, ça va s'arrêter juste après la prochaine incrémentation. Et si on met 0-1, ça va s'arrêter quand il arrive à la fin du cycle, c'est-à-dire qu'il arrive ici au-dessus. Donc avec un 1, on va pouvoir le voir se dérouler et on va pouvoir visualiser notre sortie PWM. Alors ensuite, on arrive à ClockDiv et HSP ClockDiv. Je reviendrai un petit peu là-dessus un tout petit peu plus tard. Il s'agit d'un multiplicateur. On peut retenir déjà un élément de la formule. On a le prescaler K qui est égal à ClockDiv multiplié par HSP ClockDiv. Voilà. Le prescaler K, qu'est-ce qu'il permet de faire? Il permet de ralentir l'horloge. L'horloge de quoi? Eh bien l'horloge du module IPWM. Je vais faire un petit zoom là-dessus. Hop. Si je zoome, ça fait quelque chose comme ça. En fait, si je zoome ici, je vais avoir une forme d'escalier ici. Pourquoi? Parce que le timer, il va s'incrémenter
de 1 TBCTR à chaque coup d'horloge du module IPWM jusqu'à arriver à TBPRD. Le petit temps qui s'écoule ici, on peut l'appeler à la fréquence IPWM2, qui est la fréquence du module. Et cette fréquence du module-là, par défaut, elle est égale à K fois FCPU. D'accord? Et FCPU, nous, dans notre DSP, c'est toujours pareil, c'est 150 MHz. Et K ici, il est configurable avec ClockDiv et HSP ClockDiv. Ainsi, je peux, si je veux, volontairement ralentir l'incrémentation de 1. Ça sert à quoi? Ça sert à ne pas avoir des timers avec des périodes trop courtes. Notamment du fait que TBPRD, c'est un registre sur 16 bits. Donc, la valeur max, le max que peut prendre TBPRD, c'est égal à la valeur maximale de 16 bits, 2 puissance 16 moins 1, parce que le 0 compte, c'est-à-dire 65 535. Donc on va faire un calcul, vous allez voir, pour trouver la valeur de TBPRD. Et en fait, quand cette valeur dépasse 65 535, bien, il faut augmenter la valeur de K pour ralentir cette horloge-là, et donc avoir une valeur cohérente par rapport à la période désirée, chez nous, 10 kHz. Ok, alors on continue. Et donc on voit qu'on peut diviser la fréquence par un multiple de 2. Par exemple, si je mets 0,11 ici, donc là c'est 8, et si je mets 0,10 c'est 4, donc je vais faire 8 fois 4, ça ralentit par 32 fois FCPU. Voilà. Ensuite, j'ai un bit qui est... Alors il est important, mais il est souvent négligé parce que par défaut il vaut 0 et on le laisse souvent à 0. C'est PRD-LD. Alors c'est Active Period Register Load from Shadow Register Select. Alors je vais vous expliquer ce que c'est encore avec un petit dessin. Imaginons que... On va refaire un dessin propre ici. Imaginons que j'ai défini un timer qui compte comme ça. Et pour une raison X ou Y, je change la valeur de TBPRD dans mon code. Allez, je passe la valeur de TBPRD qui est ici, par exemple, on va le mettre à 1000. Dans le code, je décide de changer la valeur pour mettre la valeur de 500. Et je décide de changer la valeur à ce moment-là. Que se passe-t-il? TBCTR, lui, s'incrémente de 0 à TBPRD et repasse à 0. Si pour une raison X ou Y, je change la valeur de TBPRD et TBCTR, lui, va continuer à s'incrémenter, là, TBPRD, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va être inférieur à TBCTR. C'est physiquement, ce n'est pas possible avec le fonctionnement que je vous ai décrit avant, puisque dès qu'on arrive à TBPRD, on passe à 0. Donc là, ça va créer en fait un signal parasite. D'accord? Et ça, c'est un fonctionnement qui n'est pas voulu. Il n'est pas rare de vouloir changer la valeur de TBPRD, mais il vaudrait mieux s'assurer que l'on change la valeur au moment où on repasse TBCTR à 0, pour ne pas avoir de déconvenue, et puis ensuite, hop, repartir avec une nouvelle fréquence correcte. Et bien pour ce faire, si vous mettez ce bit-là à 0, ce qui va se passer, c'est quand vous changez la valeur de TBPRD, ça va être pris en compte que au cycle suivant. En fait, ça va être chargé temporairement dans un registre qu'on appelle Shadow, une ombre en fait de TBPRD, pardon. Et c'est uniquement au prochain coup, au prochain cycle, qu'on va remettre la nouvelle valeur de TBPRD, au prochain cycle de TBCTR. Quand il repasse à 0, c'est marqué ici. Si vous mettez à 1, par contre, ça passe immédiatement et ça peut créer les problèmes que je viens de vous dessiner ici. Donc ce bit-là, il est souvent négligé parce que par défaut, il est à 0, donc on le laisse à 0, mais il est important de comprendre son fonctionnement. Ensuite, il reste 2 bits qui nous sont extrêmement utiles puisque c'est counter mode. Alors, CTR mode pour counter mode. Là, c'est le mode de fonctionnement. Ump count mode, c'est ce qu'on va faire, les dents de scie là. Down count mode, c'est la décrémentation. Hein, c'est ce qu'on peut voir un petit peu, ce qu'on a vu un petit peu plus haut. Et up et down count mode. Donc là, on choisit le mode de comptage. Attention, attention, par défaut, il est sur 1.1 qui est stop freeze, c'est-à-dire on stoppe le timer.
Il est important de noter que ceci, en plus de choisir le mode de fonctionnement, va démarrer le timer. C'est pour ça que ce bit-là, ces deux bits-là, je vais les renseigner uniquement lorsque toute ma configuration de timer sera terminée. D'accord? Donc en fait, à la fin de ma fonction. Ok, et bien avec ça, on peut décider, on peut déterminer chacun des bits pour mon application. Donc comme je vous l'ai dit, tout ce qui concerne les bits pH et les bits de synchronisation, je vais les mettre à les laisser par défaut en fait. Donc PHSEN, je le mets à 0. 5OCL par défaut, il est à 1,1, donc je le laisse à 1,1. PRDLD, je le mets à 0. Et HSP ClockDiv et ClockDiv, pour l'instant, je les mets à 0. Je ne vais pas ralentir l'horloge. Après, je vais faire le calcul avec TBPRD. Et si ça coince, bah, je changerai la valeur. Et j'ai dit que les bits free and soft, j'allais les mettre à 1,1 pour laisser le timer tourner, même quand je suis en debug. Ok, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez régler la valeur de TBPRD. Alors, comment règle-t-on TBPRD? Il y a une formule. TBPRD, c'est égal à FCPU divisé par K fois FH moins 1. Ceci est valable, attention, pour les modes de comptage continu et les modes décomptage continu. Cette formule n'est pas valable pour le mode comptage-décomptage continu comme ceci. Pour le mode comptage-décomptage continu, il faut rajouter faut multiplier au dénominateur par 2. Okay, bon, nous, on a choisi le mode comptage continu, donc on va avoir la formule TBPRD qui est égale à FCPU divisé par K fois FH moins 1. Avec FH, la fréquence d'échantillonnage que l'on veut, c'est-à-dire la fréquence du timer. On peut faire une petite application numérique. Je vais essayer de gommer tout ça. Pardon. On va prendre la gomme pour effacer un peu tout ça. Voilà. Application numérique. Ouais, je vous rappelle que ça n'y est pas, du coup, parce que je suis en mode comptage continu. Donc je n'ai pas le 2. Donc FCPU, c'est 150 MHz. Le moins 1, il bouge pas. Le K, par défaut, je vais laisser 1. Je vais faire la formule et ensuite je vais voir si ça passe. Et si ça passe pas, je le monterai à 2, puis à 4, puis à 8, etc. Et FH, ici, j'ai 10 kHz. Donc ça me fait 150 millions divisé par 10 000 moins 1. Et le résultat est de 14 999. 14 999, c'est inférieur à 65 535. Donc je suis bon, je peux mettre TBPRD directement à 14 999. Là, ça va passer, pas de souci. Et ça me fera un timer avec une fréquence de 10 kHz. Voilà, je reviens dans mon code. Alors, j'ai pas écrit 14 999. Regardez, j'ai écrit CPU frec. Donc, CPU frec, c'est un define qui vous permet de récupérer la fréquence du CPU. Divisé par FH. FH, je le déclarerai en variable globale et je le mettrai égal à 10 000. Moins 1. Comme ça, si vous voulez changer la fréquence, vous avez juste à changer la valeur de FH ici. Attention, sous couvert que ça rentre avec le K égal à 1 que j'ai mis ici. Très bien, une fois que j'ai réglé TBPRD, du coup, eh bien, je peux en conclure ici que ma valeur, ça sera de 14 999. Ok. Je n'oublie pas de faire quelque chose, je remets bien le compteur à 0 pour qu'il puisse démarrer de 0, parce qu'au début il peut valoir une autre valeur, et donc il va commencer à compter depuis cette autre valeur. Donc je le remets à 0. Je viens de faire la portion rouge, donc je viens de créer un timer en mode comptage continu. Après je vous propose de s'occuper de la portion verte, c'est-à-dire on va déclarer CMPA ici, et on va générer un signal avec un rapport cyclique de 50%. Donc pour générer un rapport cyclique de 50%, je mets CMPA la moitié de 15 000, du coup je vais le mettre à 7500. Ou plutôt la moitié de TBPRD. Ce signal-là, IPWM2A, il n'est pas sur n'importe quelle broche. Pour retrouver dans quelle broche il est, je prends mon fascicule du DSP à la page numéro 30. Et à la page numéro 30, si vous vous souvenez bien, on avait travaillé avec ça sur les GPIO. Les GPIO, les broches sont multiplexées. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que je vais avoir soit un mode de fonctionnement GPIO,
soit un autre mode de fonctionnement. Et si je regarde, IPWM2A, il est sur la GPIO 2. Donc, il faut que je mette GPA MUX1 non plus à 0,0 pour se mettre en GPIO, mais à 0,1 pour se mettre en mode IPWM2A. N'oubliez pas de faire ça, sinon la sortie n'est pas activée. Donc, je vais mettre ici gpamux1.bit. C'est le champ GPIO2 qui est composé de 2 bits et j'écris dedans 0B, 0,1 pour mettre la sortie PWM2A en mode, la broche GPIO2 en mode IPWM2A. Ok, ensuite on continue. Alors, pour pouvoir, je vais définir mon CMPA. CMPA, hop, je reviens, ça doit être à la page après. Ah, je me suis trompé de page, pardon. Ici. Le module compare unit, c'est à la page 47. Donc, c'est là où je définis CMPA. Donc, il y a deux CMP, CMPA, CMPB, pour chaque timer. Pour chaque module PWM. Donc, moi, j'en utilise qu'un seul, hein, CMPA, ça me suffit. Donc, je vais utiliser CMPA. Et il y a un autre registre qui est un registre de contrôle. Alors, ce registre de contrôle, on ne va pas s'éterniser dessus, mais il est quand même important de voir un petit peu comment il marche. Comme j'ai CMPA, CMPB, je vais avoir des bits de contrôle pour CMPA et des bits de contrôle pour CMPB. Donc, tout ce qui est avec le bit B, load B mode, shadow B mode, shadow B full, eh bien, ça concerne CMPB. Moi, comme ça concerne CMPA, c'est shadow A full, shadow A mode et load A mode. Alors, on va évincer tout de suite shadow A full, on ne l'utilisera pas en IF40. C'est juste comment ça s'appelle, un buffer, un petit bit, un flag en fait. Je le vois, hein, il est en lecture seule, il est en R-0. Une lecture seule qui m'indique si CMPA est plein ou pas. Mais on n'utilisera pas en IF40. Par contre, ce qu'on va utiliser, même si principalement vous n'allez pas y toucher parce que par défaut il vaut 0, mais c'est quand même important de le connaître, c'est shadow A mode et load A mode. C'est exactement la même chose que tout à l'heure avec TBPRD. Regardez. Ici, que se passe-t-il si je décide brutalement de changer la valeur de CMPA? Prenons l'exemple ici. Je change la valeur, je fais ça. Hop, ici. Et bien, ce qui se passe, c'est que mon signal de sortie ici, il va passer à 0 là. Tout de suite après, comme la valeur de PWMA a changé et repassé au-dessus de TBCTR, je vais repasser à 1. Et ensuite, ici, je vais repasser à 0. Donc, en fait, là, ça va changer la fréquence de mon signal. Hein, et ça, c'est pas bon. Moi, ce que j'aimerais, c'est uniquement qu'il change quand TBCTR revient à 0. Comme ça, j'ai 50% de rapport cyclique propre. Donc, je n'ai pas ça. Et après, bah, je change le rapport cyclique, il va être peut-être un petit peu plus long. D'accord? Et donc, pour faire ceci, eh bien, je vais activer le shadow A mode, ou plutôt je vais laisser le bit à 0, puisque par défaut il est activé. Donc ça va activer le délai, en fait, ça va délayer le changement de valeur de CMPA, alors que si on met 1, on le voit, ça change immédiatement. Et ça va le délayer quand? Eh bien, le quand, on peut le choisir dans load A mode. Load A mode, ça va le délayer quand le compteur revient à 0, ou alors quand le compteur est égal à TBPRD, ou alors quand le compteur est soit égal à 0, soit égal à TBPRD. Alors, ne mettez pas 1,1 parce que sinon ça freeze. C'est-à-dire que CMPA, il reste frisé, il va toujours rester à la même valeur. Ici, que je mette 0,0, 0,1 ou 1,0 pour ma configuration en mode comptage continu, c'est-à-dire en dents de scie, ça ne change absolument rien du tout. Puisque comme vous le voyez, quand j'arrive ici, je reviens à 0. C'est exactement pareil. Et puis, donc, que je sois là ou là, on peut considérer que c'est exactement le même point. Okay, par contre, si vous êtes en pyramide, eh bien, ce n'est pas la même chose. Pourquoi? Eh bien, parce qu'en pyramide, PRD et le 0 ne sont pas sur le même point. Donc, ça peut être intéressant de choisir l'un ou l'autre ou les deux. Donc, en résumé, pour nous, il suffit de laisser Shadow Mode à 0 et puis load A mode, par défaut, il est à 0, donc on va le mettre à 0 aussi. Voilà pourquoi je mets 0 dans load A mode et 0 dans Shadow A mode. Alors ensuite, il ne me reste plus qu'à remplir CMPA. Alors faites attention, CMPA, la structure en C est un petit peu particulière. Il faut écrire ipwm2regs.cmpa.alf.cmpa.
En fait, c'est dû parce que cette librairie là avec les structures, elle marche sur plusieurs microcontrôleurs. Et il y a des microcontrôleurs qui sont avec des timers de 32 bits. Et donc, Alf CMPA, ça remplit les 16 bits de point faible de CMPA. Mais nous, sur notre microcontrôleur à nous, notre DSP à nous, il n'y a que 16 bits. Donc, mais ils ont pas. Enfin, ça n'existe pas. Si vous mettez juste ça et vous oubliez le point Alf, point CMPA, ça va pas marcher. De toute façon, vous aurez une erreur de compilation. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris TBPRD, j'ai divisé par 2. Donc, vous pouvez écrire également 7500 hein, pour notre cas ici. Mais comme ça, c'est pas mal. Si vous changez la valeur de FH, ça va changer la valeur de TBPRD, puis ça va changer la valeur de CMPA en même temps. Ok, là, j'ai placé mon comparateur. Donc, je l'ai placé à la moitié ici. Maintenant, je vais prendre des actions en fonction de la valeur de TBCTR et du comparateur. C'est ce qu'on appelle l'Action Qualifier. Donc le sous-module Action Qualifier, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va regarder la valeur de TBCTR, il va la comparer à plusieurs points. Donc il peut la comparer au point PRD, quand on arrive au-dessus. On va appeler ça P hein, dans le schéma qui est là. Donc c'est le point P. Il va le comparer à 0, ici, donc c'est le point Z, et ensuite il peut le comparer à CMPA et CMPB. Donc nous, comme on n'a pas de CMPB, ici c'est pas opportun de remplir ça. Mais CMPA, en fait, il y a le croisement de CMPA. Alors on distingue CMPA montant, donc on arrive à CMPA et on était en dessous, et CMPA descendant, où on arrive à CMPA, on était au-dessus. Okay, donc pour ce faire, AQCTLA est le registre qui va configurer la sortie IPWM, dans notre cas 2A, et AQCTLB est le registre qui va configurer la sortie IPWM de B. Moi, je vous ai dit qu'on n'utilise qu'une sortie, la A, donc IPWM de A. Très bien, et bien c'est parti. Alors, du coup, on a le choix entre, on voit pour IPWM de A, Z0, donc le 0, PRD, c'est quand il arrive à la période. CAU, c'est quand il arrive à CMPA, et le U, c'est pour up. CAD, c'est quand il arrive à CMPA, et le D, c'est pour down. CBU, CBD. Alors, CBU, CBD, on élimine, on n'a pas CMPA. Alors, je fais un petit dessin avec Z0, PRD, CAU, CAD, pour que vous compreniez bien. Donc, j'ai mon timer. On va le faire en rouge. J'ai mon timer qui monte ici, comme ceci. Et j'ai placé CMPA à la moitié de TBPRD. Z0, c'est ces points-là. D'accord? C'est Z. PRD, c'est ce point-là. CAU, c'est ce point-là, puisque le timer est en train de s'incrémenter et on croise CMPA. Donc là, je rappelle, hein, ça c'est TBCTR. Et là, c'est CMPA. Voilà. Et CAD, finalement, c'est ce point-là, puisqu'on croise CMPA en descendant. Du coup, dans une configuration en count-ump mode, donc en dents de scie, on peut dire que PRD, Z et CAD, et là c'est CAU, sont le même point. Okay, donc que vous mettez un des trois, ça ne changera rien dans le discours que je vais vous dire ensuite. Et CAU, par contre, lui, c'est ce point-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Eh bien, on peut choisir pour chacun des points, si on ne fait rien du tout, si la sortie est mise à l'état bas, donc la sortie passe à 0, si la sortie passe en mettant 0,1, si la sortie passe à l'état haut, en mettant 1, 0, donc à 1, et si la sortie s'inverse, s'il était à 0, elle devient 1, s'il était à 1, devient à 0. Du coup, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Je vous ai dit que moi, je voulais réaliser une PWM qui vaut 1 quand ça est plus petit que ça, et qui vaut 0 quand ça est plus grand que ça. Du coup, quand je pars du point 0 pour TBCTR, je vais mettre à 1 jusqu'à arriver à CAU, ici, où je vais passer à 0. Donc, Z là, je vais mettre la sortie à 1, comme ça, et quand j'arrive à CAU, la sortie va passer à 0. Là, je reviens à Z, je repasse à 1. Ensuite, je vais repasser à CAU, etc., etc. Et donc, dans le code, tout simplement. Alors, je vous les ai tous mis parce que sur les autres, je fais rien.
Quand c'est Z0, je vais passer la sortie à 1, donc je vais mettre 1, 0. Quand c'est PRD, je fais rien. Quand c'est CAU, je vais passer à l'état bas, donc je vais mettre 0, 1. Quand c'est CAD, je ne fais rien. Quand c'est CBU, je ne fais rien. Et quand c'est CBD, je ne fais rien. Voilà comment je configure l'état haut et l'état bas de ma sortie IPWM 2A. Donc grâce à l'unité de comparaison CMPA et à l'action qualifier, et puis ne pas oublier d'activer la sortie, je peux générer un signal carré de rapport cyclique qui va être variable, puisqu'en faisant varier CMPA par rapport à TVPRD, je fais varier le rapport cyclique, et de fréquence également variable en faisant varier la valeur de TVPRD. Il ne me reste plus qu'à définir l'envoi d'un signal à l'ADC à chaque fois qu'on repasse à Z0. Pour ce faire, j'utilise le module Event Trigger, dont vous trouverez, enfin le sous-module Event Trigger, dont vous trouverez la datasheet tout à la fin. Donc à partir de la page 61. Alors, on peut générer 3 types de signal et pareil à plusieurs endroits différents. Alors pour ce faire, je vais utiliser ETSL, ETPS et puis par la suite, on verra ETFlag. Clear et FRC, on ne l'utilise pas en IF40. Mais pour configurer, on utilise ETCell, ET c'est pour Event Trigger, et Cell c'est pour sélection, et PS c'est pour Prescale. Alors on y va. On va sauter le PS, on va d'abord aller sur l'ETCell. Voilà. Je peux, avec mon DSP, générer 3 événements différents. Je peux générer une interruption, on le verra dans le prochain TD, mais pas là. Enfin dans la prochaine partie. Je peux générer un signal, un premier signal pour aller déclencher l'ADC, qui est le signal A, donc SOC A, et je peux générer un deuxième signal pour déclencher l'ADC qui s'appelle SOC B. Moi, arbitrairement, j'ai décidé d'utiliser SOC A. Donc, pour chacun des signaux, vous avez un bit pour l'activer ou pas, c'est le bit EN pour Enable. Donc, vous avez compris, moi je vais utiliser que SOC A, donc int EN, je le mets à 0, SOC EN, SOC BEN, je mets à 0. Du coup, si je me mets à 0, SOC BCell et IntCell ne servent à rien. Enfin, ne vont pas être lus par le module IPWM2. Le discours que je vais faire pour SOC ACell, c'est la même chose pour IntCell et SOC BCell. Du coup, je vais mettre SOC ACell SOC A, EN à 1 pour activer Pulse, c'est l'envoi d'un signal. Le signal s'appelle IPWM SOC A. Et en fait, après, je configurerai mon ADC pour qu'il reçoive ce signal. Et qui déclenche la conversion analogique numérique lorsqu'il reçoit ce signal. Et avec SEL, je peux choisir quand est-ce que je veux. Alors, il y a quand je repasse à 0, quand je suis à TVPRD, quand je suis à CAU, donc quand je croise CMPA et que j'incrémente, quand je suis à CAD, quand je croise CMPA et je décrémente, CBU et CBD. Vous reconnaissez, c'est pareil que l'action qualifier. Donc moi, si je reprends mon schéma ici, ok, je peux choisir en fait, soit quand j'arrive à PRD, soit quand je suis à 0, soit à CAD, c'est le même point, hein, pour déclencher l'ADC. Donc moi j'ai choisi quand ça repasse à 0, donc Z0. Donc ici, je vais écrire 0, 0, 1 ici. Donc ça, je vais mettre SOC AEN à 1 et SOC ACell à 0, 0, 1. Une fois que vous avez fait ça, il faut configurer ETPS. Alors ETPS, je vais avoir SOCA CNT et SOCA PRD. Avec SOCA PRD, enfin on va d'abord faire CNT. Avec SOCA CNT, je peux choisir de déclencher le signal à chaque fois que je repasse à 0, du coup à chaque événement. Donc c'est en mettant 0,1. Je peux choisir une fois sur deux. Donc quand j'attends d'avoir 2 fois le passage à 0 pour lancer une fois le signal, ou une fois sur 3, j'attends d'avoir 3 fois l'événement pour lancer le signal. Et ça, vous pouvez encore le multiplier par le SOCA PRD, puisque ça, en fait, ça génère un événement, et si vous mettez 0,1 ici, donc à chaque fois, et si vous remettez 0,1 ici, ça va le générer à chaque fois. 1,0, ça va le générer quand il y aura 2 événements, donc une fois sur 2, et là, une fois sur 3. Donc en fait, vous faites ça fois ça. Donc on peut aller jusqu'à une fois sur 9, 3 fois 3. Exemple.
ici, si je veux le déclencher à chaque fois que ça repasse à 0, donc si ici ça fait un événement, un événement, un événement. Si je mets Soka CNT à 2, ben, ça fait qu'une fois sur 2, donc là ça ne va pas générer d'événements, donc une fois sur 2. Et si je mets Soka PRD aussi à 2, ça va générer tous les deux événements, donc là ça fait un événement, un autre événement, paf, là ça déclenche le signal. Un événement, un autre événement, paf, ça redéclenche le signal. Vous voyez? Donc une fois sur 2, jusqu'à... Donc en fait, avec ça, on peut faire jusqu'à une fois sur 9. Nous, comme on a défini notre timer pour fonctionner à 10 kHz, et on veut déclencher ADC à 10 kHz, et bien à chaque fois qu'on passe à Z0, on déclenche un événement, et à chaque événement, on envoie le signal. Donc je vais écrire dans Soka PRD 01, et dans Soka CNT 01. Et voilà pour le module Event Trigger. Donc ETCL Soka EN pour activer le signal Soka. Je le sélectionne en mettant 1 pour dire que petite coquille ici, c'est pas TBCTR égale TBPRD, c'est TBCTR égale à 0. Je vais le envoyer quand j'ai 0. SOCBN, j'ai désactivé. Soka PRD, je mets 1 pour générer à chaque événement. Et puis Soka CNT, je n'ai pas écrit Soka CNT, vous pouvez le rajouter. Soka CNT, je vais mettre également 1 pour générer un événement à chaque fois qu'on repasse à 0. Et voilà, j'ai terminé ma configuration de timer. C'était assez long, hein, vous avez vu, il faut configurer chaque sous-module. Je peux lancer mon timer. Pour lancer mon timer, eh bien, je mets CTR mode à 0 et mon timer se met en mode count up et démarre. Et on va voir ça tout de suite. Je me retrouve sur Code Composer. J'ai réalisé la fonction init-hash que vous trouvez ici avec tout ce que je viens de dire. Et je vais lancer un petit debugger pour vérifier tout ça. Donc, j'ai ma config générale comme d'habitude. Ici, vous voyez que je lance la fonction init-hash et j'ai fait un breakpoint juste à la ligne d'après. Ce qui me permet, en fait, le programme va s'arrêter pile poil quand init-hash est fini. Donc, quand le timer s'est lancé. Alors, je vais passer sur ma webcam. J'ai branché, alors je vous montre comment j'ai branché, du coup. Vous pouvez voir ici, j'ai branché mon oscilloscope sur la masse ici, et là je me suis pris sur IPWM2A, puisqu'on a vu qu'on a configuré dans init-hash IPWM2A. Alors au début, eh bien, je n'ai rien du tout. On va se mettre comme ça. Je vais lancer le code. Hop, j'y vais. J'avais mis un breakpoint ici. Je vais enlever. Voilà, donc j'arrive ici. Donc là, j'ai fini init-hash et je vois sur mon oscilloscope eh bien, que j'ai la génération d'un signal carré. Ce signal carré, il est de fréquence 10 kHz ici. Et vous voyez le rapport cyclique de 50%. Alors, il n'est pas très très propre. Effectivement, la carte, il y a quelques petits parasites. Donc, on dirait un petit peu qu'il y a des condensateurs de lissage en fait qui font leur effet là. Mais on voit quand même bien hein, le passage du 1 au 0 ici. Donc, un beau signal carré avec un rapport cyclique de 50 Hz. Alors, pour vous montrer un petit peu que vous compreniez comment ça marche, regardez. Je reviens sur Code Composer. Dans Code Composer, je vais aller sur les registres ici et je vais aller chercher, donc dans Registres, vous avez tous les registres, hein, je vais aller chercher IPWM2 ici. Et dans IPWM2, j'ai CMPA. Vous voyez, CMPA, il vaut 7499, 7500. On peut voir TBPRD aussi. Là, il est en hexa, je fais un clic droit, je vais passer en décimal. Il est à 15 000. Hein. Donc là, CMPA, c'est à la moitié, 50%. C'est pour ça que j'ai bien 50% de rapport cyclique. Regardez, on va prendre un autre. Par exemple, on va le mettre à 2000. Hop, je vais revoir mon oscilloscope. Qu'est-ce qui s'est passé? Je viens de passer à 2000. Donc forcément, j'ai réduit mon rapport cyclique. Et je vois mon rapport cyclique, maintenant, il est de 13%. Vous voyez, le temps qu'il est à 1 est beaucoup plus court que le temps qu'il est à 0. Donc juste en changeant la valeur de CMPA, je change le rapport cyclique. On peut faire un autre essai. Si maintenant je mets 14 000,
eh bien, je vois à l'inverse ici que mon rapport cyclique est presque tout le temps, enfin mon rapport cyclique est de 93%, mon signal est quasiment constamment à 1, puis un petit moment à 0. Donc vous voyez, ici nous avons utilisé, alors on en conclut également qu'à chaque fin de période ici, c'est quand le timer repasse à 0, et donc ça va déclencher le signal SOC A. Hein. Donc dans cette partie-là du TD, ce signal P2M ne nous intéresse pas forcément. Mais vous voyez comment est-ce qu'on peut générer un signal de rapport cyclique variable. Et puis bien sûr, alors je vais me remettre à 7500. Si je m'amuse à modifier TBPRD, ici, TBPRD, je place par exemple 10 000 au lieu de 15 000. J'ai mis 10 000, ouais. Je peux voir, alors bien sûr, hein, il faut remettre, si je veux 50% de rapport cyclique, je vais mettre 5000 sur CMPA. Hop, je repasse ici. Et je vois maintenant que ma fréquence a changé, 15 kHz. Et j'ai 50% de rapport cyclique parce que j'ai mis 10 000 et 5000. 10 000 TBPRD, 5000 CMPA. Donc, je peux, à partir d'un timer, faire une sortie, un signal carré de fréquence choisie, hein, et de rapport cyclique variable. Et ça, c'est extrêmement utile. Ça va vous être utile dans quasiment toutes les facettes du génie électrique, puisque c'est à partir de ça qu'on crée des signaux analogiques ou qu'on va piloter par exemple des convertisseurs statiques de puissance. Donc voilà pour cette première question qui concernait la mise en place d'un timer pour pouvoir déclencher l'ADC. Donc on voit que mon timer il fonctionne bien. Alors seconde question, on va écrire la configuration de l'ADC pour pouvoir être déclenché par le timer. Alors ma fonction s'appelle configure ADC, elle ne va prendre aucun paramètre, elle ne renvoie aucun paramètre. Je vais passer assez rapidement, même si je vais revenir un peu en détail. Hein. Je vais reprendre la même config dans le TD3, c'est-à-dire séquenceur cascadé, mode start-up, fenêtre de conversion la plus courte, et pas de fin de la séquence de conversion en cas de point d'arrêt. Donc j'y vais. Il faut que j'active le module ADC. Donc j'active avec PCLK-CR0 le bit ADC-EN-CLK pour pouvoir activer le module ADC. Première chose que je fais avec le module ADC, je le reset. Donc en mettant 1 dans le bit reset de ADSTRL 1. Pour que le reset fasse effet, il faut attendre un cycle. Donc j'attends un hop. Lorsque vous avez fait ça, vous avez tout reset entièrement, la config de l'ADC, y compris sa calibration. Il faut donc relancer la calibration. Il y a une petite fonction d'usine qui fait ça, qui s'appelle initADC. Ensuite, je peux charger ma config. J'ai repris exactement la même que le TD3, c'est-à-dire mode un seul séquenceur, donc séquenceur cascadé, pas d'overdrive, mode start-stop, donc continuous run à 0, fenêtre de conversion la plus courte, donc je ne mets pas de prescaler pour ralentir l'ADC, et en cas de point d'arrêt, je vais finir la séquence de conversion avant de m'arrêter dans le debug. Ici, je vais faire une seule conversion, donc maxconv je mets égal à 0, et puis dans l'énoncé on me disait que c'était la voie A2, donc comme j'ai qu'une seule conversion, je vais renseigner que ADC ChangeSec 1 et que le champ conv00 qui est constitué, je vous le rappelle, de 4 bits. Et je vais mettre 0,2 dedans pour configurer la voie A2. Alors, d'habitude, je m'arrêtais là. Mais là, maintenant, je vais faire un petit truc supplémentaire. C'est que je vais mettre en place le séquenceur pour qu'il soit déclenché par le signal qui s'appelle IPWM SOC A. Alors, on y va. Je reset le séquenceur 1. Donc ça, vous savez faire. Hein. Donc, avec le bit reset séquenceur 1 de ADSTRL 2. Lorsque vous faites ça, il faut attendre 3 NOP, enfin 3 cycles. Donc j'attends 3 NOP. Et ensuite, au lieu de démarrer la conversion avec le bit SOC séquenceur 1, comme on le faisait dans le TD3, je vais lui dire qu'il va se faire déclencher par le timer. Donc pour faire ceci, il faut, hop, je prends mon fascicule du DSP, je retourne à ADSTRL 2, qui est à la page 37 du fascicule du DSP. Et là, je vais m'intéresser à 2 bits. Le bit
hop, comme vous l'avez vu, le bit EPWM SOC A séquenceur 1, puisque EPWM SOC A c'est le nom du signal, et le bit INT ENA séquenceur 1. Alors, SOC A séquence, IPWM SOC A séquenceur 1, il est là, et int ENA séquenceur 1, il est ici. Donc, le bit 8, il va me servir à déterminer que le début, le lancement de la conversion va se faire lorsque le signal SOC A est déclenché. Donc c'est ce bit là qui va permettre de dire à l'ADC qui va se faire déclencher par le timer. Et puis le bit int ENA séquenceur 1 qui est un petit peu au-dessus ici. Alors on n'en a pas forcément besoin dans ce TD là, mais je préfère je vais vous le montrer aussi le jour où c'est que vous faites où c'est que vous déclenchez l'interruption comment ça s'appelle, vous utilisez l'ADC par interruption, et en fait on va quand même l'utiliser parce qu'on va utiliser le flag de fin de conversion, en fait le flag d'interruption. En mettant int ENA séquenceur 1 à 1 ici, ça va déclencher une interruption à la fin de la conversion, mais cette interruption on va pas s'en servir. Nous on va se servir du flag. En plus de déclencher la conversion, dans ADCST, qui est ici, il y a un flag qui s'appelle int séquenceur 1 ici. Et ce flag-là, en fait, quand vous avez mis int ENA pour enable séquenceur 1, donc le bit précédent, eh bien, ce flag-là va automatiquement passer à 1 quand la séquence de conversion est terminée. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir voir que notre séquence de conversion a bien été effectuée et terminée. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je mets le bit IPWM SOC A séquenceur 1 à 1 et le bit int ENA séquenceur 1 à 1. Et j'ai terminé ma configuration d'ADC. Voilà, tout simplement. Ensuite, je vous propose de faire ce qu'on appelle l'acquisition. Alors l'acquisition, on reprend la même chose que le TD précédent, c'est-à-dire on va réaliser l'acquisition dans une table. Alors là, j'ai pris... ah, j'ai pas pris 1000 points, j'ai repris 30 000 points, ouais, dans mon organigramme. Bon, c'est à peu près pareil. Hein. Du coup, on réalise la numération de 30 000 points de mesure et on les stocke en RAM dans le tableau table. Donc vous voyez, c'est à peu près la même chose que précédemment, c'est-à-dire que je prends un index i que je mets avec une petite variable que je mets égale à 0, qui va me servir d'index pour parcourir mon tableau. La conversion, là, je ne la lance plus, en fait. J'attends directement la fin, puisqu'elle va se lancer toute seule, vu que j'ai configuré mon ADC et mon timer pour qu'il déclenche mon ADC. J'attends la fin de la conversion. Tant que c'est pas fini, j'attends. Dès que c'est fini, je récupère résultat 0 que je mets dans table de i, et je vais remettre à 0 les flags de l'ADC pour qu'il y ait une nouvelle conversion qui puisse se déclencher. Tant que i est inférieur à 30 000, je l'incrémente et je recommence comme ça pour acquérir petit à petit. On écrit la fonction en langage C. Alors, ma fonction s'appelle acquisition. Elle ne prend en paramètre rien du tout. Et elle ne renvoie rien du tout puisque, en fait, je vais utiliser des variables globales ici. Et puis, j'écris dans les registres. Alors, je fais une boucle for. Tant que i, alors là, j'ai repris l'énoncé, hein, j'ai mis 1000. Pour i égale à 0 jusqu'à i égale à 1000 en incrémentant i de 1, je vais attendre tant que le bit de fin de conversion n'est pas arrivé. Donc deux moyens ici. Comme tout à l'heure je vous ai dit que j'avais mis le flag, le bit int enable à 1, je peux scruter ce bit là, int séquenceur 1. Et il y a une deuxième méthode, c'est que vu que j'ai mis le bit soc ici, vu que j'ai mis le bit EPWM SOC A séquenceur 1 à 1 ici, si je vais dans l'event trigger tout en bas ici, il est où? Il est là. J'ai dans event trigger un registre qui s'appelle ETFLG. FLG c'est pour flag, et en regardant le bit SOC A ici, je sais que le bit SOC A a été émis. Et donc, je peux scruter si ce bit-là est passé à 1 ou pas. Donc, c'est ce que je fais. Tant que ce bit-là est à 0, eh bien, j'attends. Dès qu'il vaut 1, je passe à la ligne du dessous
Donc dès qu'il vaut 1, c'est que comment ça s'appelle? C'est que l'événement a été posté et que la conversion est terminée. Je peux récupérer mon résultat, donc ADC résultat 0 dans le miroir. Je le mets dans table de i. Et puis après, eh bien, j'ai mon résultat. Je dois réarmer le système. Donc pour réarmer le système, n'oubliez pas, il faut reset le séquenceur. Et il faut aller éteindre l'interruption. Donc le bit d'interruption, donc avec dans ADC-NT, il faut mettre le bit INT séquenceur 1 clear à 1. On va aller voir ensemble. C'est 39, pas 38, à la page 39. Donc je peux regarder ce bit là comme je vous ai dit. Et j'ai un bit qui s'appelle int séquenceur 1 clear qui va remettre les bits à 0. Donc ici, je vais remettre en écrivant, oh, pardon, ici, en écrivant un 1 dedans, ça remet à 0 ce bit là. Enfin, pour reset le flag, ce bit-là, le bit soc A de ETFLG, j'écris dans ETCLR. Donc, du coup, j'écris dans le bit soc A à 1 et ça va remettre à 0 celui-là. Donc, j'ai remis à 0 tous les flags. Je dois attendre 4 nops pour que ça prenne effet et puis que ça puisse se redéclencher. Voilà. Donc ça, c'est la première méthode pour aller faire la conversion. C'est la méthode, si je puis dire, de scrutation. Alors le problème de faire ceci, c'est quoi? Bah, finalement, je me retrouve un peu embêté comme avant. C'est-à-dire que je vais rester bloqué, je vais scruter ce bit-là, et donc je vais rester bloqué tant que je suis dans ce bit-là. Du coup, je vous propose une méthode alternative. Au lieu de faire une fonction addition, comme tout à l'heure, j'ai activé le bit, ici, le bit int ENA séquenceur 1, j'ai activé l'interruption sur le séquenceur 1, sur la fin de séquence de conversion. Et je peux faire une interruption. Donc j'écris ma fonction d'interruption. Ma fonction d'interruption, elle commence toujours par underscore underscore interrupt. Elle ne prend aucun paramètre, elle ne renvoie aucun paramètre puisque c'est une interruption. Elle s'appelle IDC ISR. Et là, en fait, attention, par rapport à avant, on ne peut pas faire de boucle. On va rentrer 1000 fois dans cette fonction. Donc, on va prendre i en variable globale, qu'on mettra égal à 0 dans le main au début. Tant que i est inférieur à 1000, ici, je peux directement écrire le résultat. Pourquoi? Parce que quand cette fonction se lance, eh bien, automatiquement, c'est que la conversion est terminée. Donc, table de i, c'est égal à ADC résulte 0 dans le miroir, pour avoir le résultat bien à droite. Et puis après, j'ai juste à reset mes flags. Donc je reset le séquenceur 1, je reset le flag d'interruption, et je reset le flag de ETFLG pour l'event trigger. Et voilà, deux méthodes différentes pour pouvoir faire l'acquisition. La méthode par scrutation, donc avec la fonction acquisition, et la méthode par interruption avec la fonction interruption ADC ISR. Vous pouvez choisir celle que vous préférez. L'avantage de celle-là, c'est que vous ne restez pas bloqué dans la fonction acquisition et vous pouvez faire autre chose. Allez, on écrit en langage C le programme principal qui va initialiser les modules et qui réalise l'acquisition du signal analogique. Donc, mes prototypes de fonctions que j'ai fait, init hash, configure ADC, et puis là, dans le programme principal, j'ai décidé de vous faire la méthode avec la scrutation, donc je vais utiliser la fonction acquisition. Je vais déclarer une table de 1000 en variable globale et i que je mets égal à 0 initialement. Alors la petite fonction qu'on voit en TP pour pouvoir initialiser le DSP et on y va, je fais mes fonctions. Configure ADC qui va configurer l'ADC en lui disant qu'il va se faire déclencher par le signal SOC A. Init hash qu'on a débugué tout à l'heure qui permet de initialiser le module IPWM2 avec un timer qui va déclencher le signal SOC A à chaque fin de période du timer qui est réglé à 10 kHz et également la génération d'un signal de rapport cyclique de 50% pour la vérification de l'oscilloscope comme on l'a fait. Et acquisition, eh bien, qui va tourner en boucle et qui va acquérir petit à petit mon signal jusqu'à remplir la table de 1000 points. Et voilà pour ce TD. Pardon. Donc en récapitulant, on a vu comment on génère un timer
ici le timer 2, en réglant la fréquence que l'on veut, avec les paramètres que l'on veut. Ici, on a fait du mode de comptage continu, count up des dents de scie. On a vu comment on génère un signal PWM à partir de ce timer. Et puis, on a vu comment on configure l'ADC pour qu'il se fasse déclencher à partir du timer. Et on a fait une petite application en remplissant une table de 1000 points. Voilà, je vous remercie.